Bonjour, je travaille depuis 6 mois à peu près entre autres projets sur la culture de champignons. J'ai fait quelques expériences et développements technologiques qui méritent leur propre vidéo. Il y aura donc probablement 3 vidéos dans cette série. La première, celle-ci, c'est comment cultiver de manière low-tech à la maison les champignons. La deuxième sera un petit bac plus high-tech pour la culture automatique. Et la troisième sera la mise à l'échelle de ce bac pour une chambre complète de fructification de champignons. Mais voyons déjà dans cette première vidéo comment, sans investissement particulier, sans matériel dédié, cultiver les champignons à la maison, multiplier le mycélium, sur quel substrat on peut les faire pousser, bref, c'est parti. J'ai commencé par acheter du mycélium de pleurote sur grain à 5 € produit pas trop loin de chez moi. Le mycélium, c'est en quelque sorte le corps de l'organisme champignon. C'est les filaments blancs qui se propagent dans le sol de la forêt ou le bois d'un arbre. C'est ce que généralement on ne voit pas, et qui pourtant a plusieurs rôles écosystémiques très importants. Ce qu'on trouve dans l'assiette et qui nous intéresse aujourd'hui, le champignon, c'est seulement l'organe reproducteur qui apparaît quelques jours avant de lâcher ses spores pour se reproduire. Bref, avant d'espérer d'avoir des champignons comestibles, il va falloir multiplier ce mycélium dans un substrat pour qu'il soit suffisamment étendu et puissant, qu'il ait suffisamment mangé pour produire de beaux champignons. Pour ça, on utilise généralement du grain, qui est quelque chose de très riche en nutriments, c'est le principe d'une graine, et donc j'ai commencé par la technique la plus simple, cuire du riz complet, car c'est ce que j'avais déjà dans ma cuisine. C'est ce riz qui va nous servir de premier substrat pour le mycélium. J'ai lavé et préparé des petits pots dont j'ai percé le couvercle à la visseuse pour laisser respirer le mycélium, mais que j'ai recouvert de sparadrap micropore. Ça laisse passer l'oxygène et le CO2, mais ça conserve l'humidité et ça limite beaucoup la contamination aérienne. En même temps, c'est ce qu'on attend d'un sparadrap. On va voir que les histoires de contamination, c'est un thème récurrent dans la culture de champignons, c'est ce qui selon moi demande le plus d'efforts. Le mycélium peut se développer sur de multiples grains, mais il faut trouver le bon degré de cuisson et d'humidité. Il y a plein de ressources sur internet à ce niveau-là. Bon, on n'a qu'une notre grain de riz, mais c'est pas pour autant qu'il est stérile. Au contraire, là, il est maintenant parfait pour moisir si on ne fait rien. Pour empêcher ça, on va tenter de le pasteuriser avec de la vapeur, c'est-à-dire qu'on va laisser les pots fermés, dans une casserole elle-même fermée, avec un fond d'eau bouillante, pendant 2 heures, ce qui devrait monter la température du grain à 80 degrés, pendant suffisamment longtemps pour tuer la plupart des contaminations. Si on a une cocotte minute sous pression, c'est encore mieux, puisque plus rapide et plus efficace, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Une fois que c'est fait et que la température est revenue à un niveau acceptable, je vais procéder à l'inoculation. C'est un moment où il faut encore faire attention à la stérilité, c'est un thème récurrent, j'ai dit. Normalement, on fait ça dans un labo, devant un flux laminaire, c'est-à-dire un flux d'air stérile, mais je n'ai pas ça, donc on va faire sans. L'idée, c'est de transférer du grain qui a du mycélium dans du grain qui n'en a pas, pour qu'il se mette à le coloniser et augmenter la quantité totale de mycélium sur le grain. Ce qui est cool, c'est que contrairement à un animal ou même une plante, on peut découper ce mycélium en une infinité de morceaux qui vont tous pouvoir continuer leur vie. C'est du clonage très facile. Bref, j'ai nettoyé la pièce avant, j'ai fermé les ouvertures pour ne pas avoir de courant d'air, j'ai mis un masque et je spray de l'alcool isopropylique à 70% un peu partout, histoire de désinfecter comme on peut. On fait au mieux pour la stérilité, c'est ma salle de bain, pas un labo P4. Il n'y a rien de dangereux, au pire il faudra recommencer car il y a une contamination dans le grain qui est arrivée par l'air ambiant. Bon, normalement le mycélium de pleurote est très rapide et agressif, donc il n'y a pas vraiment trop de problèmes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est conseillé aux débutants, mais on fait au mieux niveau stérilité, histoire de mettre toutes les chances de son côté. Le riz étant trop collant, je n'ai pu mettre du mycélium que sur le dessus du pot, sans pouvoir mélanger pour homogénéiser. Du coup ce sera un peu plus long si j'avais pu secouer pour en mettre un peu partout, mais c'est pas bien grave. On voit qu'au bout de quelques jours, le mycélium a déjà commencé à se propager depuis le haut du pot. On va le laisser comme ça, entre 20 et 30 degrés, 10-15 jours tranquille. Ça continue à se propager, tout va bien, et ça devient de plus en plus opaque. Bref, pour un premier essai, ça a carrément bien fonctionné. Quelques semaines plus tard, j'en ai refait, cette fois-ci avec du maïs à popcorn que j'ai aussi laissé égoutter 10 minutes après cuisson. Financièrement, c'est légèrement plus cher que le riz, et puis ça prend 1 heure à cuire pour ramollir suffisamment pour s'écraser au doigt, mais ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est un produit industriel qui est déjà bien stérilisé, vu que normalement tu vas le cuire à peine quelques minutes pour faire du popcorn. Et l'autre avantage, c'est que c'est facilement secouable pour homogénéiser quand on rajoute le mycélium sur le grain, ce qui est bien pratique. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de mettre du papier aluminium autour des pots pour éviter de dégrader le sparadrap avec l'humidité. Ensuite, j'ai inoculé avec un des pots de riz de la fois précédente. Enfin bref, le popcorn c'est ce qui a le mieux marché,
et j'ai pu m'en servir ensuite pour inoculer de la paille, mais on verra ça plus tard. Je vous ai montré 2 batchs de propagation de mycélium sur grain, et j'en ai fait un peu plus. J'imagine qu'on ne peut pas transférer de grain en grain pendant des années, puisque c'est toujours le même mycélium qui doit vieillir à chaque clonage. C'est pour ça qu'on verra en fin de vidéo une autre technique de propagation de mycélium, la culture liquide. Bon, la culture sur grain, ce n'est pas si compliqué. On cuit, on stérilise, on inocule et on attend. Par contre, c'est une première étape. Il faut ensuite mettre ce grain dans un substrat de fructification qui coûte moins cher au kilo que la céréale. On va donc voir 3 types de substrats, la fibre de coco, la paille et la sciure de bois. C'est parti! Le premier substrat que j'ai testé est la fibre de coco. Ça se trouve facilement, même si c'est importé de je ne sais où. Je l'ai choisi comme premier substrat de test, car c'est complètement sec et inerte, c'est peu nutritif, donc pas besoin de technique de stérilisation compliquée. Il suffit de le réhydrater avec de l'eau bouillante et c'est suffisant comme stérilisation. Avant de mettre de l'eau, j'en ai profité pour mettre un peu de marc de café. Ça rajoute un peu de nutrition pour le champignon. Par contre, il faut que ce soit le marc de café du jour, car ça moisit assez rapidement. Au niveau de la quantité d'eau, et c'est le cas pour à peu près tous les substrats, il faut atteindre une sorte de saturation parfaite. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit noyé dans l'eau, mais il ne faut pas non plus que ça manque d'eau et que ce soit sec. En gros, si on prend une poignée du substrat et que l'on presse, il faut qu'il y ait quelques gouttes seulement qui coulent. Si on a l'impression d'essorer une éponge, c'est qu'il y a trop d'eau, et si rien ne coule alors qu'on presse, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Là, pour ce premier essai, j'en ai mis un tout petit peu trop. Ce que je conseille, c'est de faire quelques tests avec 100 g de substrat, mettre 100 ml d'eau, et tester, et ajouter 10 ml par 10 ml jusqu'à trouver la bonne dose. Une fois que c'est fait, on note le ratio, et tant qu'on ne change pas de substrat, on connaît la dose qu'il faut mettre, il n'y a plus à réfléchir. Bref, une fois qu'on a la fibre de coco au bon niveau d'humidité, on peut rajouter son mycélium sur grain. J'ai tout mélangé et mis ça dans mon prototype de bac de culture automatique que je ne présenterai pas dans cette vidéo. Le bac est fermé bien hermétiquement pour pas que des bactéries ou des moisissures viennent s'installer et pour conserver l'humidité. On garde une température disons de moins 20 degrés et le mycélium va coloniser la fibre de coco jusqu'à ce que ça devienne vraiment un bloc tout blanc en quelques jours ou semaines selon la température et le ratio de quantité de grains par rapport au substrat. Peu importe dans quoi on l'a fait coloniser, mais une fois que c'est tout blanc, il faut ouvrir pour qu'il y ait de l'air frais avec de l'oxygène car les champignons respirent comme les animaux notamment. Il faut aussi baisser la température et garder une humidité bien élevée, genre 80% minimum, et même avoir un peu de lumière. Et là, normalement, les champignons vont pousser. C'est parfois délicat de déclencher cette pousse. En plus du bac, j'ai testé dans des sacs plastiques hermétiques. Dans mon cas, c'est des sacs de bobines d'impression 3D que j'ai gardés depuis des mois voire des années en mode on sait jamais, ça pourra peut-être servir plus tard. Bref, ça a fonctionné aussi, mais lors de la pousse, ils n'ont pas voulu forcément sortir par là où moi je voulais. Comme il y a comme des poches d'air dans le sac, ils ont tenté de pousser un peu n'importe où, ce qui n'est pas grave en soi, mais c'est une perte d'énergie, car ces champignons-là seront avortés. Le mycélium, enfin l'organisme entier champignon, va se rendre compte que ces fruits sont bloqués, qu'ils ne pourront pas se développer à maturité, et il va annuler leur pousse après avoir dépensé un peu d'énergie pour les faire. C'est sous-optimal. J'ai finalement réussi à faire un trou là où je les voyais commencer à pousser, et ça a fonctionné. Comme c'est low-tech, il faut les arroser à la main tous les jours, plusieurs fois par jour, sinon ça sèche sur place, ça se déchire et ça ne donne pas des beaux champignons. Bon, ces sacs de 200-300 g de coco donnent à peu près 150 g de pleurote à chaque fois, c'est-à-dire un repas. Poêler avec des échalotes, c'est bien sympa. Après la première récolte, ce qu'on peut faire, c'est refermer là où ça a poussé et ouvrir ailleurs, histoire que ça fasse une deuxième pousse. Comme j'avais terminé avec le bac automatique, j'ai mis mon sac, histoire de ne plus avoir à m'en occuper 5 fois par jour. Je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Bon, la coco, ça fonctionne bien et c'est simple. Dernière chose, il faut récolter les champignons avant maturité. Sinon, ils balancent leurs spores, ça devient tout sec et moins bon au goût. Parlons maintenant de la culture sur la paille. C'est moins adapté que la fibre de coco si on habite en ville, mais à la campagne, c'est un déchet agricole peu cher et facile à trouver. C'est pas adapté pour tous les types de champignons, mais voyons comment l'utiliser pour cultiver la pleurote. Contrairement à la coco qui est sèche et quasi stérile, la paille ne l'est pas du tout et on va devoir donc la pasteuriser chimiquement en augmentant son pH. En gros, on va la faire tremper dans de l'eau avec 2 g de chaux par litre pendant au moins une dizaine d'heures. Le haut pH va détruire la plupart des micro-organismes présents. Après une nuit de trempette, on peut faire égoutter la paille une dizaine de minutes pour enlever le surplus d'eau. On voit que le traitement à la chaux a changé un peu la couleur de la paille, c'est bien jaune. On peut ensuite remplir son sac de fructification,
Là, j'ai utilisé un sac vide de 25 kg d'alimentation de poule. On va venir mettre du mycélium sur grain, en l'occurrence là c'est du popcorn, mais peu importe. Et on va faire des étages, paille, mycélium, etc. Histoire que ça commence la colonisation d'un peu partout à la fois. Très vite, le mycélium va se propager et ça a bien fonctionné. 2 semaines après, c'est fait et je fais 2-3 trous par lesquels les champignons peuvent sortir. Ça pousse très très vite. Il y en a un que j'ai accroché malencontreusement, il va continuer à pousser malgré sa blessure, c'est seulement visuel. Et voilà, 2 fois 500 grammes, soit 1 kg de champignons à la première récolte, pour un sac de paille que j'avais pas pesé mais qui devait pas être bien lourd. Un dernier test que j'ai fait avec la paille, c'est d'utiliser un seau alimentaire percé tout autour pour l'aération et la pousse. L'idée étant de réduire la quantité de déchets puisque ces sacs plastiques sont jetables alors que le seau est lavable. On verra si ça marche, je tourne cette vidéo avant d'avoir le résultat, mais c'est déjà quelque chose que j'ai vu sur les internets, donc ça devrait pas poser de problème. Après la culture sur paille, on va voir une technique plus généraliste qui fonctionne avec plus de champignons. C'est la culture sur du pellet de bois, c'est-à-dire de la surcompactée qu'on va réhumidifier. Alors, j'ai acheté un sac de pellet le plus, disons, propre possible, c'est-à-dire sans colle ou truc pas bon pour les champignons vivants. Le pellet pur, c'est pas super ouf non plus au niveau nutritionnel, un peu comme la fibre de coco. Il faut normalement ajouter jusqu'à 50% d'autres choses de bien riches, genre du marc de café, du son de céréales, de la cosse de légumineuse ou quelque chose qui n'a pas que du carbone mais un peu d'azote, de calcium, des trucs qui font une bonne santé de champignons quoi. Sauf que ces trucs nutritifs, quand on les utilise, il faut absolument pasteuriser les substrats, c'est-à-dire les chauffer à plus de 80 degrés pendant 10 à 20 heures. Déjà ça demande beaucoup d'énergie, mais bon, moins que la plupart des productions agricoles, mais surtout, tout simplement, il faut la machine pour faire ça. J'aimerais bien en fabriquer une avec un vieux chauffe-eau, mais je ne l'ai pas encore fait. Bébé cochon nain pour l'échelle bien sûr. Donc, dans un cadre domestique low-tech non professionnel, on ne va pas rajouter de la nutrition supplémentaire à pasteuriser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre du calcium en plus quand même, avec du sulfate de calcium. Cette forme de calcium, c'est de la gypse, donc une roche naturelle. J'imagine qu'on défonce les montagnes au tractopelle, puis camion, route, j'en sais rien. Je devrais peut-être essayer avec des coquilles d'œufs broyées, mais ce n'est pas du sulfate, mais du carbonate, et ce n'est pas tout à fait la même chose. À essayer, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Une fois qu'on a mis le pellet et le calcium dans un sac spécial champignon à usage unique non recyclable, on peut ajouter de l'eau. Comme pour la fibre de coco ou autre, il faut déterminer le bon ratio eau pour substrat. Dans mon cas de ce pellet particulier, c'est 200%, c'est-à-dire que je mets 3 litres d'eau pour 1,5 kg de pellet sec. Et je le fais avec de l'eau bouillante pour une petite pasteurisation par principe. Je ne suis pas convaincu par cette technique de versage d'eau bouillante dans un sac plastique non rigide, c'est foireux et dangereux. Si vous voulez faire ça avec du pellet, trouvez une meilleure technique. Lors de mon premier test, j'en ai fait 6 à la fois et j'ai utilisé un pot de grain par sac. La salle de bain commence à être un peu étroite pour ce projet, mais ça passe et ça reste la pièce la plus propre de la maison pour faire un transfert du mycélium. Une fois que j'ai rajouté le mycélium au sac, j'utilise une sous-videuse AliExpress pas chère, mais suffisante, pour fermer le sac hermétiquement. Je ne l'utilise pas en mode sous-vide, mais simplement en mode fermeture. Vous voyez que le mycélium sur grain se trouve au-dessus du sac. Comme chaque grain va être un point de départ de la propagation du mycélium, ce serait bien plus efficace si c'était mélangé dans le pellet. Alors ça se fait à la main en massant le sac en quelque sorte, mais pour la blague, je me suis demandé si je pouvais demander à mon cochon de s'en occuper. Allez, remue le sac. Allez, remue le sac. Allez, remue le sac. Le sac. Remue le sac. Allez, ça se remue le sac. Allez. Tu veux pas remuer le sac? Oui, bon, d'accord. Le mycélium se propage, on a rapidement des sacs plutôt blancs. Ensuite, pareil que d'habitude, zone un peu plus fraîche, ouverture du sac, humidité ambiante ou arrosage, et les champignons se développent. En conclusion, je dirais que j'étais quand même un peu déçu des récoltes. J'ai pas mis de nutrition supplémentaire comme du son ou du marc, ou même de la paille, mais de ce que je lisais sur le net, ça devait quand même produire un peu plus. Après, ce que je me dis, c'est que c'était peut-être du bois de résineux,
et pas du bois dur. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, on a fait le tour des substrats. Pour la culture à la maison, ce que je vous conseille, c'est la fibre de coco, potentiellement agrémentée de calcium ou de marc de café frais du jour, pour booster un peu la production. Ce qu'on va voir maintenant, dernière partie de la vidéo, c'est la culture liquide. L'idée, c'est d'avoir du mycélium en suspension dans l'eau, qu'on va pouvoir venir chercher avec une seringue stérile et mettre dans nos pots de grains. Comme ça, on n'a pas besoin de faire du grain pour faire plus de grains. On peut directement aller chercher dans notre pot de culture liquide et ce pot, le conserver au frigo pendant des années. Je vous explique ça, c'est parti. Alors, un peu comme quand j'avais percé des trous d'aération dans les couvercles des pots de grains, on va devoir faire un couvercle customisé pour nos pots de culture liquide. Cette fois-ci, il nous faut 2 trous, un pour l'aération et un pour le port d'injection. C'est un truc auto-refermable, c'est-à-dire que l'on peut mettre une seringue, faire une opération d'ajout ou de retrait de liquide, et quand on enlève cette seringue, le port se referme hermétiquement sans contamination. Enfin, sans contamination à condition que la seringue soit propre, stérile évidemment. Ensuite, pour commencer, j'ai acheté 10 ml de culture liquide chez un labo réputé, que l'on va multiplier dans nos pots de 400 ml chacun. Donc, j'ai bien nettoyé les pots, et je les ai remplis avec de l'eau. Ensuite, j'ai fait bouillir en bain-marie pendant plusieurs dizaines de minutes pour stériliser l'eau, puis j'ai ajouté 4% de sucre. Alors, pas du saccharose, du sucre de table, ça ne marche pas. Il faut du fructose ou d'autres types de sucre encore. Ce que je sais, c'est que le miel, ça marche, et c'est ce que j'avais déjà chez moi. Donc avant d'acheter du matos, on fait avec ce qu'on a. Ensuite, j'ai mis le couvercle et un papier alu, et c'est reparti pour 20 minutes, histoire de bien encore stériliser l'eau, mais sans trop caraméliser le miel non plus. Nous revoilà dans le labo. On pchite de l'isopropyl partout, sur le couvercle, sur les gants, etc. On met rapidement une aiguille stérile sur la seringue, on plante dans le pot, on injecte 1 ml, on enlève et on nettoie de nouveau le couvercle à l'isopropyl. Voilà, on se retrouve avec un petit peu de mycélium en suspension dans de l'eau sucrée. Ce que j'ai fait pour que ça se développe un peu plus vite, c'est que j'ai vite fait une machine bain-marie avec une consigne de 25 degrés, mais c'est pas du tout obligé. Par contre, ce qui est obligé, c'est de mélanger au moins une fois par jour dans cette phase de multiplication. On se retrouve rapidement avec beaucoup plus de mycélium. Ensuite, j'ai fait des nouveaux pots de grains avec aussi un couvercle qui est un port d'injection. Du coup, plus besoin d'ouvrir le pot après l'avoir pasteurisé à la vapeur. On peut juste utiliser une seringue stérile pour transférer de la culture liquide vers le grain, et c'est rapide, facile, rien n'est à l'air libre, c'est bien mieux. Et ça fonctionne aussi très bien. J'ai essayé aussi sur des sacs de grains pasteurisés, et ça marche aussi. J'ai ensuite fait un deuxième batch de culture liquide, avec au lieu du miel, du sirop d'agave d'un côté, et de l'extrait de malt de l'autre. Pareil, à 4%. Et plutôt que du scotch micropore pour l'aération, j'ai utilisé des petits filtres spécialisés. Et enfin, j'ai mis du silicone RTG autour de ces inserts, pour être sûr que ce soit bien hermétique. 2 semaines d'agitation journalière, puis au frigo. Et comme il y a besoin d'1 ou 2 ml par pot de grain, je suis tranquille pour des mois, voire des années. On arrive à la fin de cette vidéo sur les champignons, merci de l'avoir regardé. À la sortie de cette vidéo, en octobre, 10 mois après avoir commencé à travailler sur les champignons, je devrais avoir mis en ligne mon nouveau site internet. Donc je vous laisse aller faire un tour, le lien est en description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les champignons, mais aussi sur une pompe péristaltique, et sur le cuir de kombucha, et de nouveau sur la spiruline, puisque j'ai aussi travaillé là-dessus cette année. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai plein de vidéos à faire, et des piments à tailler, parce qu'en octobre c'est le moment. Allez, à la prochaine.